Bonjour, bienvenue dans ce premier numéro de Fastback pour la saison 2023. Alors évidemment, c'est de circonstance, toute l'équipe se joint à moi pour vous souhaiter une excellente année et on espère, comme le disait un célèbre constructeur français, que l'automobile, durant cette année, restera toujours un plaisir. Alors, on ne perd pas les bonnes habitudes, l'année commence mais on garde les bons réflexes. On va sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire sur Facebook, sur YouTube, sur TikTok et sur Instagram. Vous likez la page, vous vous abonnez et si vous nous ratez, c'est qu'encore une fois, vous l'avez fait exprès. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet de cette première émission de l'année et notamment l'essai du tout nouveau Renault Austral, eh bien on va reprendre le fil habituel de notre émission et on commence tout de suite par les news. Allez, on commence ces actualités avec le chiffre moins 7,8%. C'est le chiffre du marché de la voiture neuve en 2022 dans l'Hexagone. Et pour ce résultat, eh bien, c'est Peugeot qui limite les dégâts avec encore une fois la 208 qui se retrouve en tête des ventes. La 208 que l'on vous proposera d'ailleurs à laisser dans notre prochain numéro dans sa toute nouvelle version électrique. Un autre chiffre, là aussi qu'on aurait par contre bien voulu en baisse, mais malheureusement il sera en hausse celui-là, c'est 4,75%. Ça sera le montant de l'augmentation des tarifs des péages à compter du 1er février. Voilà, les fêtes sont passées et tout de suite on prend le coup de bâton derrière la tête, mais c'est comme ça malheureusement. Donc retenez bien ce chiffre, 4,75% d'augmentation pour les péages à compter du 1er février. Frédéric Vasseur nommé à la tête de la Scuderia Ferrari. Et oui, il fallait s'y attendre après une saison chaotique où la Scuderia Ferrari s'est plutôt mise en valeur pour ses erreurs stratégiques. Eh bien, la nouvelle est tombée sans grande surprise. Mattia Binotto a donné sa démission et c'est donc le Français Frédéric Vasseur qui le remplacera dès la saison 2023. Après Jean Todt, Frédéric Vasseur est le deuxième Français à qui l'on confie les clés de la maison de Maranello. On lui souhaite évidemment tout autant de réussite que son illustre prédécesseur. Allez, on poursuit les informations du côté de la Formule 1 qui bouge pas mal en ce moment avec pas mal de jeux de chaises musicales chez les pilotes. Daniel Ricciardo qui revient chez Red Bull mais en tant que troisième pilote. Hülkenberg qui arrive à la place de Mick Schumacher. Et bien justement, Mick Schumacher, il a perdu son baquet chez Haas, vous le savez certainement. Il n'est plus dans la Scuderia Ferrari pour tout ce qui est Académie Ferrari. Non, maintenant il a trouvé refuge chez Mercedes, comme papa. Voilà, il sera donc chez Mercedes en 2023, mais attention, seulement comme troisième pilote. Mais bon, on va voir si ça suit son cours du côté de la famille Schumacher. Enfin, pour terminer cette page un peu plus longue qu'à l'habitude sur la Formule 1, une fois n'est pas coutume, vous me direz, eh bien, il était évidemment impossible pour nous de ne pas évoquer malheureusement le décès de Patrick Tambay, vainqueur de 2 Grands Prix de Formule 1 au volant d'une Ferrari. Il s'est éteint il y a quelques semaines, victime d'une longue maladie. Patrick Tambay, c'était l'illustration parfaite du gentleman driver et on gardera en souvenir ce podium magnifique où Patrick Tambay s'était imposé face à René Arnoux, son coéquipier chez Ferrari, et Alain Prost. Espérons qu'un jour, cette image soit de nouveau d'actualité. 2035, la fin du moteur thermique pas sûr, parce qu'après que la France ait demandé une clause de revoyure pour prendre un petit peu la température de ses décisions, clause de revoyure programmée pour 2026, et c'est désormais du côté de l'Italie où les dents grincent. Matteo Salvini n'y va pas par 4 chemins en déclarant que cette interdiction des véhicules thermiques était une loi basée sur un pseudo-fondamentalisme environnemental. Ça pose un peu le cadre, sans parler évidemment des menaces bien réelles par contre au niveau social sur l'emploi de milliers de personnes du secteur automobile en Europe. Bref, effet boule de neige à attendre du côté de la communauté européenne, affaire à suivre. Prime de 100 € pour le covoiturage. D'ici à 2027, le gouvernement veut tripler le nombre de trajets quotidiens faits en covoiturage. Et pour y parvenir, plusieurs mesures vont être déployées, dont une prime de 100 €. Alors, pour être concerné, il faut premièrement s'inscrire auprès d'une plateforme de covoiturage. À l'heure actuelle sont concernés Mobicop, Ecov, Caros, CoupGo, Klaxit, Instant et Blablacar Daily. Donc, la liste est conséquente, vous trouverez forcément votre bonheur. Deuxièmement, il faut réaliser son premier trajet en tant que conducteur en 2023, ça semble logique, puis les 9 suivants dans les 3 mois qui suivent votre inscription. Concernant la distance, le trajet doit être effectué en France et ne doit pas dépasser 80 km.
Les versements se feront par la plateforme de covoiturage et ce de manière progressive, pas folle la guêpe. 25 € lors du premier trajet effectué, 75 si les 9 autres trajets ont été réalisés dans les 3 mois comme je viens de vous l'expliquer. Ah, au fait, pour les petits malins, si vous voulez vous inscrire sur plusieurs plateformes, vous ne toucherez qu'une fois cette prime de 100 €, donc autant essayer de jouer franc jeu tout de suite. On passe maintenant à notre essai. Alors, le Renault Austral, mieux que le Peugeot 3008 ? Eh bien, c'est ce qu'on va découvrir ensemble. Après le succès mitigé de son 4JAR, notamment face à la référence qu'est le Peugeot 3008 sur le marché des SUV compacts, Renault a décidé de prendre le taureau par les cornes et s'attaque directement à son homologue tricolore en jouant à la fois sur le plaisir de conduite, la technologie et les tarifs. Le pari est-il trop ambitieux pour le nouveau venu ? Eh bien, c'est tout simplement ce que nous allons voir dans cet essai. Esthétiquement, ce Renault Austral s'apparente au premier coup d'œil à une super méga Nitec. La face avant est quasiment identique jusqu'à la base du pare-brise. Ensuite, les formes divergent et ce SUV compact est plutôt réussi, en tout cas il a une allure plutôt sympa. Ce n'est pas la création de l'année, mais les lignes sont équilibrées et sa stature rassure. L'Austral est valorisant, ça c'est une certitude. La teinte de carrosserie Biton, comme sur notre modèle d'essai rouge et noir, y ajoute un côté chic. À l'arrière, les feux qui se prolongent par un bandeau lumineux sur le haillon cassent le côté massif et encore une fois, l'identité de la marque est visuellement immédiate. L'arrière de l'Austral, c'est tout simplement un capture bodybuildé. À l'intérieur, on retrouve également des similitudes avec la Mégane E-Tech. La planche de bord avec ses 2 écrans est tout simplement un copier-coller et on retient encore une fois les efforts de la marque aux losanges pour rehausser son niveau qualitatif. La finition et les ajustements sont exemplaires, on regrette juste que la qualité de certains plastiques de la planche de bord ne soit pas vraiment à l'unisson. Pour le reste, cet intérieur offre une très bonne habitabilité, les sièges sont confortables, la place aux jambes est modulable à l'arrière grâce à la banquette coulissante. On choisit soit plus de place pour les passagers, soit plus d'espace pour le chargement. Le système multimédia Opener à double écran de 12 pouces intègre le système d'application Google, extrêmement réactif. Vous aurez en plus la possibilité de vous connecter en Apple CarPlay ou en Android Auto. Autre bon point, Renault n'a pas cédé à la mode du tout digital pour ses commandes et côté praticité, il n'y a pas photo, c'est quand même bien plus sympa. Alors, derrière le volant, comment ça se passe, me demanderez-vous ? Eh bien, pour être franc, c'est plutôt pas mal. Ce modèle mild hybride est le seul 4 cylindres de la gamme. Il se situe entre un 3 cylindres de 130 chevaux avec une hybridation de 48 volts, un peu mou, et ce même 3 cylindres avec une puissance portée à 200 chevaux grâce à l'adoption d'une batterie plus conséquente de 50 kW, mais vendue près de 3 500 € plus cher. Donc, il se situe cet Austral pile poil entre ces deux modèles d'hybridation. Et à l'usage, l'hybridation légère de 12 volts de notre Austral 1,3 litre lui permet de limiter quelque peu sa consommation en ville. Dans ces conditions, il fait preuve d'une belle souplesse et se fait presque oublier, pour peu, attention, que l'on sélectionne le mode éco. Les coupures start and stop sont ainsi mieux maîtrisées et les à-coups moins prononcés à la relance du moteur. En ce qui concerne les cycles mixtes et routiers, bonne surprise, on dépasse les 8 litres, mais c'est quand même assez rare et c'est plutôt performant compte tenu du gabarit de l'Austral. Assez efficient, l'Austral maîtrise aussi ses consommations grâce à son caractère qui, on va le dire, est plutôt du genre à enrouler plutôt que d'être brusqué. Mais paradoxalement, et ça c'est un point important, on peut élever le rythme car ça ne lui fait pas peur. Le train avant est très réactif et permet même d'obtenir une vraie précision de conduite que l'on ne connaissait pas avant chez les SUV aux losanges. On pourrait presque se prendre au jeu, mais le poids et le manque de vigueur font que l'on revient vite à la raison. Avec l'Austral, on cruise et on profite du confort de l'espace à bord. Voilà, c'est dit,
Vous le savez, maintenant, vous savez à quoi vous attendre. Tiens, puisque l'on parle de profiter, un petit mot sur les suspensions qui participent au comportement de l'Austral. Plutôt pas trop mal calibrées afin de limiter les effets de caisse et les prises de roulis, elles sont en revanche un peu sèches dans leur réaction sur les inégalités de la chaussée, comme un raccord du bitume, une plaque d'égout. Cela nuit un petit peu au confort, mais c'est plus désagréable que vraiment inconfortable. En revanche, et ça c'est une mauvaise surprise, les bruits aérodynamiques à vitesse élevée, ou en tout cas sur autoroute, eh bien sont très présentes et ça c'est un petit peu décevant. Alors, au final, cet Austral, eh bien, si l'on se posait la question de savoir s'il pouvait marcher sur les plates-bandes du Peugeot 3008, la réponse est tout simplement oui. Plus spacieux, presque aussi dynamique, moins gourmand et aussi moins cher, l'Austral avance de sérieux arguments. Alors, pourquoi ne pas craquer ? Eh bien tout simplement parce qu'il va falloir faire attention. Et oui, parce que si vous hésitez, sachez que le 3008 sera renouvelé en 2023. Alors on peut s'attendre évidemment à une hausse des tarifs du côté de la firme Sochalienne, mais il faudra connaître évidemment les prix. En revanche, et dans l'immédiat, si cet Austral vous séduit, eh bien, on peut d'ores et déjà vous dire que c'est une très bonne affaire et qu'il s'installe tout simplement comme la référence des SUV tricolores sur le marché. Il devrait donc logiquement rencontrer le succès qui a fait défaut au Kadjar. On passe maintenant à notre rubrique Drive-In. Alors si je vous dis cinéma, Festival de Cannes, Renault, Palme d'Or, vous me suivez ? Non ? Eh bien écoutez, Adrian va vous rafraîchir la mémoire. Quand j'entends Renault et cinéma dans la même phrase, eh ben moi je trouve ça prestigieux. Bah oui, Renault, c'est le partenaire officiel du Festival de Cannes depuis le début des années 80, puisque leurs véhicules ont transporté toutes les plus grandes stars de la planète dans ce festival de cinéma légendaire. Alors, en 1994, quand les nuls ont sorti le film La Cité de la Peur, réalisé par Alain Berberian, qui prend place dans l'histoire pendant un festival de Cannes, évidemment que cette comédie française allait nous faire une blague sur les Renault. Au tout début du film, les nuls ont imaginé un spot absolument lunaire concernant une Renault Safrane édition Palme d'Or. La Renault Safrane au début des années 90 était vraiment le véhicule populaire de Renault. Mais que nous réservait cette Safrane édition Palme d'Or 1994 ? Une direction assistée, un intérieur cuir, une condamnation centrale des portes, et même une place pour un macabé dans le coffre. Cette Renault Safrane édition Palme d'Or, une voiture qu'elle est bien pour la conduire. Allez, on passe maintenant à notre rubrique Photomaton et on va retrouver notre ami Dingo qui va nous expliquer une photo pleine de subtilité. Alors surtout, c'est de l'humour, ne vous braquez pas et regardez et vous allez comprendre, peut-être que vous l'aurez déjà trouvé, dans cette photo avec Mercedes en toile de fond. Bonjour Dingo, bienvenue dans ce nouveau numéro de Photomaton. Aujourd'hui, on va parler de cette photo un peu particulière de Mercedes SL, une charmante jeune fille au milieu et avec une subtilité dans l'image. Explique-nous. Alors, j'avais eu cette idée parce que je voulais faire le rapprochement entre le logo Mercedes et que l'on retrouvait dans les fesses d'une femme. Alors, j'ai fait cette photo. Et à chaque fois, je pose la question, ce qui interpelle, alors tout le monde veut mater les fesses de la fille, mais personne ne fait le rapprochement entre la forme des fesses et le logo Mercedes. Et vous faites le test, 90% des gens ils n'ont pas vu le rapprochement. Et pourtant, c'était ce que je voulais faire, parce que moi j'adorais la 300 SL, j'adore toujours parce que voiture mythique. Et donc, c'était ma façon de mettre mon empreinte de cette voiture avec cette femme. Et j'ai toujours été surpris parce que j'ai fait une grosse expo pour fêter mes 40 ans de photo il y a 4 ans. Et elle était en immense sur une façade et je posais la question à tous les visiteurs et personne ne savait répondre à la particularité de cette photo. C'était une commande particulière ou c'était juste toi pour célébrer cette 300 SL ? Alors, j'ai beaucoup produit d'images parce que quand elles me viennent en tête, ça me chauffe la tête quand je ne peux pas les produire directement, les faire derrière, surtout à l'époque. Alors, j'avais cette idée et on en a profité pour faire un calendrier qui était là encore, un calendrier très connu de l'époque, pour Feu Vert. Et donc, ça a été une image qui a marqué tout le monde, a aimé cette image. On peut rarement faire l'unanimité dans une image, mais celle-là, tout le monde l'apprécie. Il y a autre chose qui est impressionnant sur cette photo, c'est le fond. C'est un fond réel ou c'est un fond retravaillé ?
Alors, il a été un peu densifié, mais c'est une photo qui a été faite aux très longues focales, puisque je suis au 600 mm. Moi, je suis à peu près à 300 mètres des voitures. On travaille par talkie, on cache les talkies dedans. On dit à la fille plus à droite, plus à gauche. Et dans ces cas-là, les arrière-plans reviennent avec les longues focales. Donc, il s'est trouvé que c'était un jour de lendemain où la veille, je me souviens plus d'orage et le ciel était très dense comme ça. Mais il faut savoir qu'en photo, dès qu'on travaille sur des longues focales, ça fait revenir toujours les arrière-plans. Sans mauvais jeu de mots. Sans mauvais jeu de mots. Merci Dingo. Merci à toi. Allez, on va terminer cette émission malheureusement avec une séquence dont on se serait très volontiers passé, à savoir un hommage à Ken Block qui nous a quittés il y a quelques jours suite à son décès dans un accident de motoneige. Alors ce que je vous propose pour lui rendre hommage, plus que de faire sa nécrologie, eh bien c'est de se quitter sur ces images de son dernier Gymkhana réalisé dans les rues de Las Vegas au volant de l'Audi électrique. Voilà, on se quitte donc sur ces images de Ken Block pour le premier numéro de Fastback de l'année 2023. Rendez-vous très rapidement pour la suite de nos aventures.